Au niveau de la zone, nous organisons le FAF 2 et 3 et la licence CAF-C au niveau des zones et nous organisons aussi les CAF-B à partir de cette année au niveau des zones. C'est pour vous dire que tous les entraîneurs à l'intérieur du pays auront la possibilité de se former ou de se recycler dans leur région sans pour autant venir à Alger pour pouvoir se former. Dans ce cadre-là, ces zones ont aussi une structure des équipes nationales. Donc, ils sont chargés de créer des sélections régionales pour les U15, les U17 et les U20. Nous préparons les futurs candidats à l'académie, aux deux académies, puisqu'on aura une académie U17, U20 à la prochaine entrée. Nous avons déjà entamé les travaux au niveau de Sidi Moussa. Le bloc pédagogique est déjà prêt avec 5 classes, plus les salles de travail pour les professeurs et pour le censeur des études, puisqu'il y aura études des sports, études de football, et nous sommes en phase d'études pour la réalisation de l'académie. Le terrain est maintenant aménagé, la clôture finie. Nous pensons pouvoir être au rendez-vous. Le cas échéant, nous procédons à l'hébergement dans un des centres du secteur de la jeunesse et des sports en attendant de faire le transfert. Un certain nombre d'accords dans ce cadre-là sont en train d'être conclus avec la Fédération des sports scolaires, la Fédération des sports universitaires, pour aussi améliorer la prospection. Mais dans ce cadre-là, bien sûr, avec ces deux fédérations, on va plus loin parce que nous allons aussi prospecter, encourager le football féminin et aussi la formation des arbitres. Il y a un programme très ambitieux de formation des arbitres dans ce domaine-là, notamment dans le milieu universitaire, on en parlera tout à l'heure. Dans ce cadre-là aussi, le médical n'est pas en reste, puisque vous savez que nous avons fait un effort gigantesque pour créer les conditions de gestion de l'aspect médical et scientifique du football dans le centre technique national. Et parallèlement, nous avons réalisé, en plus de l'accord que nous avons avec Aspetar, un accord avec l'hôpital Parnay, avec le CNMS, que nous signerons bien dans les prochains jours, et aussi un accord avec le Centre national de radiologie de Bab-el-Oued, mais également avec l'Institut Pasteur, puisque nous allons être un des premiers pays, avec le concours de la FIFA, à mettre en place le passeport biologique. Et ce sera une première, ça nous permettra de diminuer les contrôles dopage, mais de suivre des joueurs dans le cadre du passeport biologique, ce qui sera une première. C'est une opération très importante qui sera conduite entre la Fédération, l'Institut Pasteur, la commission médicale de la Fédération, c'est-à-dire les médecins fédéraux, et le service médical de la FIFA. Donc vous voyez que sur le plan de la direction technique, il y a un travail, et sur le plan technique dans la fédération, il y a un travail important qui se fait. Au-delà de tout ça, dans la structuration, il y a un département d'analyse qui est en place, un département audiovisuel, et puis la mise en place d'un fonds documentaire pour assurer des publications. On a déjà publié 3 ouvrages qui sont destinés à l'entraînement des entraîneurs, des méthodologies d'entraînement et aussi une méthodologie pour les entraîneurs de gardiens de but. Donc pour cela, c'est la première fois que la Fédération publie et nous allons continuer ainsi à publier des ouvrages qui vont permettre d'acquérir des outils pédagogiques d'importance pour la famille des techniciens du football en Algérie. Bien sûr, les archives ne sont pas en reste. Vous savez que ça fait longtemps que nous sommes en train de reconstituer les archives, puisqu'à une certaine époque, on n'avait absolument rien trouvé. Mais grâce à Dieu, nous réunissons de plus en plus un certain nombre d'ouvrages, un certain nombre de fonds documentaires et d'archives qui vont permettre de retrouver la mémoire de la Fédération depuis longtemps, même au-delà de la période coloniale. Hier, nous parlions d'archives que nous avons retrouvées au niveau des ligues régionales, notamment celle d'Alger, d'archives d'il y a des débuts de l'indépendance, et il y a des reliures, on peut retrouver même des PV de commission de discipline des années 60, ce qui est magnifique. Ça nous permettra, et surtout pour les chercheurs, les historiens, et ceux qui s'intéressent, comme ceux qui ont écrit, comme Selhani, comme Qadri, que j'ai vu tout à l'heure, pourront trouver des fonds documentaires qui leur permettront d'écrire l'histoire correctement, l'histoire du football algérien, y compris du football amateur. Les équipes nationales ne sont pas en reste, on n'a pas besoin d'en parler, puisque là, vous êtes l'équipe nationale A, vous êtes toujours up-to-date, vous suivez particulièrement, vous savez que nous sommes à la veille du regroupement du mois de mars, qui va connaître une double confrontation contre l'Éthiopie. Tout est prêt pour cette opération, aussi bien le match d'Alger qui sera organisé
au stade Chaker, comme vous le savez, le 25. Et l'équipe partira 48 heures après sur l'Éthiopie par vol spécial de la compagnie nationale Air Algérie pour jouer le match retour et revenir pour que les joueurs puissent dans les délais rejoindre leur club. Nous avons déjà aussi commencé la mise en place et la préparation du match des Seychelles du mois de juin. Et nous sommes en train d'étudier aussi la possibilité de pouvoir jouer un match amical à cette période. Si la date du match des Seychelles nous convient, on attend que la Fédération des Seychelles nous arrange sur la fixation de la date. On est en pourparlers pour cela. Les Olympiques ne sont pas en reste, donc aujourd'hui il y a une réunion importante technique qui est conduite par le coach Schurman avec les préparateurs physiques et avec tout le personnel technique habituel pour tracer le mode de préparation de notre équipe olympique. Tous les mois, il y aura un regroupement. Et le premier commencera dans quelques jours, en janvier. Ensuite, en février, il y aura un autre regroupement qui sera aussi marqué par un match contre l'équipe olympique de Palestine. Donc l'équipe nationale olympique de Palestine nous rendra visite le 17 février et livrera un match contre notre équipe nationale ici. Ce match est placé aussi sous le signe de l'amitié algéro-palestinienne et de la solidarité avec ce pays que nous aimons. Et ensuite, au mois de mars, à la date FIFA, nous avons plusieurs propositions qui sont en train d'être finalisées. Nous avons une possibilité de jouer au Portugal contre le Portugal qui est qualifié. Et nous avons aussi une possibilité de participer à un tournoi qui aura lieu au Qatar, à condition que le Qatar soit qualifié. Vous savez que l'équipe nationale olympique du Qatar est en phase finale du tournoi de l'Asie, de l'AFC, qui aura lieu d'ailleurs à Doha à partir des jours qui viennent, deuxième quinzaine de janvier. La finale ayant lieu vers le 30. Donc les trois équipes qualifiées, il y aura 3 équipes qualifiées. Notre staff technique sera présent sur place pour superviser la fin de ce tournoi, les demi-finales, la finale, puisque sans aucun doute, nous pourrons, dans le tirage au sort qui sera fait à Rio, tomber sur l'une de ces équipes. Ça nous permettra de mieux les connaître et aussi de préparer éventuellement le tournoi amical qui aurait lieu à la date FIFA du mois de mars au Qatar. Ensuite, la vraie préparation et la plus difficile, c'est celle du mois de juin et juillet, puisque nous tombons sur une période Ramadan. Et au-delà de tout ça, il n'y a plus de championnat. Nous sommes en train donc c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui qui a lieu au moment où nous sommes ici, de mettre en place un plan très très particulier pour bien préparer cette équipe pour pouvoir nous représenter dignement aux Jeux Olympiques de Rio. Comme je vous ai dit, les U17 et les U20 ne sont pas en marche, j'en ai parlé tout à l'heure. Et nous misons beaucoup sur ces jeunes-là pour l'avenir. En particulier, nous avons une équipe cadette qui est très talentueuse et nous espérons qu'elle ira jusqu'au bout cette fois-ci. Alors, sur les ligues, vous savez que nous sommes dans une année charnière puisque c'est la fin des mandats. Pour le mandat actuel, toutes les ligues, sans exception aucune, les 60 ligues qui composent la fédération devront organiser leurs assemblées générales ordinaires à partir de ce mois de janvier. Il y a déjà Batna qui organise le 14, ensuite Saïda. Ces 2 ligues régionales particulièrement connaîtront des élections très, disons, avancées. Et c'est le début donc du renouvellement. Toutes les autres ligues devront achever leurs agios au mois de mars et les élections se feront plus tard à la fin des championnats pour que les nouvelles équipes puissent préparer la saison 2016-2017 dans les meilleures conditions possibles. À propos de football amateur, je peux vous annoncer, j'ai la permission de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports que je remercie, de vous annoncer que nous allons signer prochainement une convention pour la gestion du fonds du football amateur. Et donc nous sommes arrivés à un accord sur la répartition de ce fonds pour l'encouragement du football amateur globalement, du football féminin, de la formation de l'arbitrage
et aussi de la bonne gestion des ligues pour améliorer les compétitions locales. Et donc, il y aura aussi, en plus de la gestion de ces subventions pour le football amateur, il y aura aussi la gestion des compétitions et il y aura des bonus pour les clubs et les associations du Sud et des hauts plateaux et des zones déshéritées qui ont besoin de plus de moyens par rapport à ceux qui sont dans les grandes villes. Nous avons aussi, dans ce cadre, avancé dans la création de la Ligue du futsal. Donc, il y a un certain nombre d'associations de futsal qui se sont organisées, ce qui nous permettra bientôt d'organiser une assemblée générale, la première assemblée générale de la Ligue du futsal, qui nous permettra de normaliser cette activité que nous organisons jusqu'à maintenant uniquement sous forme de Coupe d'Algérie. C'est une discipline intéressante et qui peut améliorer le football de proximité et même sur le plan de la représentation nationale, pouvoir aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations du futsal et pourquoi pas la Coupe du Monde de futsal, puisqu'il y a une Coupe du Monde qui est organisée par la FIFA. Ce fonds aussi servira au financement du football féminin. Vous savez que la fédération fait un énorme effort pour le football féminin. Vous savez que toute la Ligue est subventionnée à raison d'à peu près 2 milliards de centimes par an pour l'organisation des compétitions. Les ligues régionales aussi qui organisent les compétitions régionales. Vous savez que maintenant il y a une compétition des U17 et des U20. Et sur le championnat national, vous savez aussi que nous finançons non seulement l'achat d'équipements pour ces équipes, nous finançons le transport de ces équipes pour les déplacements et nous finançons une nuitée d'hôtel pour les déplacements de la division nationale. On essaie autant que faire se peut de leur donner beaucoup de compétitions pour améliorer les performances des clubs de football féminin, mais aussi pour pouvoir puiser un certain nombre de joueuses pour l'élite. Hier, nous avons débattu au Bureau fédéral d'un sujet important, c'est la fonction sociale du football national et notamment de la fédération. Vous avez vu ces derniers temps un certain nombre de cris de détresse de certains anciens joueurs, de certains anciens entraîneurs, de certains anciens dirigeants. Et donc, nous avons mis en place un projet qui sera soumis à la prochaine Assemblée générale en février pour créer la fondation de la Fédération algérienne de football. Cette fondation, nous proposons à l'Assemblée générale de la doter pour commencer d'un fonds de 10 millions de dinars, c'est-à-dire d'1 milliard de centimes, qui sera versé annuellement par la Fédération sur ses propres fonds, et qui sera aussi, qui fera appel à des mécènes, à des donateurs, à des sponsors, pour pouvoir aider tous les gens qui en ont besoin, que ce soit des anciens joueurs, des anciens entraîneurs, des anciens dirigeants, des anciens arbitres, pour qu'il y ait un acte de solidarité avec tout ce monde. Cette fondation sera dirigée par donc un conseil d'administration et une assemblée qui sera composée de dirigeants de la fédération, mais aussi d'anciens joueurs, d'anciens arbitres, d'anciens entraîneurs et de membres de l'amicale des anciens joueurs internationaux après son renouvellement qui est fixé au mois de janvier prochain. Puisqu'on parle de finances, je peux vous dire que sur le plan financier aujourd'hui la fédération est relativement autonome, mais quand je dis autonome, j'ai vu ici et là des papiers disant qu'on réclame une autonomie par rapport au contrôle. C'est faux. La fédération est tenue de se soumettre à tous les contrôles de l'État. Et nous le ferons avec plaisir parce que nous gérons dans la transparence la plus totale. Et bientôt, vous aurez entre les mains, à la veille de l'Assemblée générale, notre bilan qui est publié chaque année. Nous sommes peut-être une des rares entreprises dans ce pays à publier, y compris sur le net, notre bilan. Et nous sommes contrôlés régulièrement. D'ailleurs, nous avons un contrôle de la FIFA sur les fonds de la FIFA qui vient cette année. Nous avons tiré au sort. Ça fait la deuxième fois que nous subissons un contrôle de la FIFA. Et grâce à Dieu, nous n'avons rien à cacher, bien au contraire. Et nous voulons être un exemple dans la bonne gouvernance et la bonne gestion.
Comme vous le savez, nous avons même restitué la subvention que nous avons reçue cette année de l'ordre de 35 milliards de nos centimes. Cela ne veut pas dire que nous voulons nous détacher du contrôle de l'État ou du contrôle des autorités concernées, bien au contraire. Et la restitution est un acte de solidarité avec nos fédérations sœurs et avec le secteur. Et aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce aux efforts que nous avons faits dans le domaine de la gestion du sponsoring et de la gestion des ressources propres de la fédération, nous n'avons pas de problème majeur et nous consacrons, y compris nos investissements sont faits sur nos fonds propres. L'académie que nous construirons à Sidi Moussa, que nous construisons, puisqu'on a déjà commencé, on a financé le bloc pédagogique, un certain nombre de structures, le nouvel hôtel, le nouveau stade, et plein de choses qui sont faites sur nos fonds propres. Et nous lançons, donc hier, nous avons aussi pris la décision de créer une société par action qui appartiendra à 100% à la fédération pour gérer l'opération de la construction d'un hôtel 4 étoiles au siège de la fédération. Vous savez que nous étions bloqués par la loi. Vous savez que la loi sur les associations parle d'associations à but non lucratif. La loi de finances pour 2016 est venue donc nous libérer, pratiquement libérer toutes les fédérations d'utilité publique, classées d'utilité publique. En son article 71, il est précisé que toutes les fédérations qui ont les moyens peuvent investir et à condition que les bénéfices issus de cet investissement soient consacrés exclusivement aux missions statutaires de l'association concernée. Par conséquent, cela nous donne tout de suite la possibilité de passer à l'investissement et donc nous allons y aller et donc nous allons construire cet hôtel et nous allons le donner en gestion à une société internationale de haut niveau, de premier ordre, ce qui va constituer une source pérenne de financement. On est même en train de réfléchir à construire l'administration de la fédération à Sidi Moussa, de manière à rassembler toute la structure au même lieu et place, et je pense que nous le ferons. Cela nous permettra aussi d'avoir un parc immobilier qui est à Dili Rahim, qu'on peut de manière aisée louer à des grosses entreprises, ce qui constituerait aussi une source pérenne de revenus pour nous permettre d'avancer dans la bonne gestion de la fédération. Bien sûr, nous continuons toujours notre politique de financement par le biais du sponsoring et et la gestion des autres droits avec la télévision nationale, avec la NEP, avec un certain nombre d'opérateurs pour diversifier nos sources de financement. On va parler du football professionnel. Le football professionnel, ça fait longtemps qu'on a commencé, on n'a pas atteint les buts escomptés, vous le savez bien, vous en parlez régulièrement dans vos journaux, dans vos médias. On a dit depuis le début qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à mettre en place un football professionnel de qualité. Souvent, nous nous comparons à des pays européens qui ont mis un siècle, voire 60, 70 ans pour arriver au stade où ils sont. Il faut donc être patient. Il faut être patient, mais on a déjà appelé nos dirigeants aussi à passer à un niveau supérieur de gestion, parce que le football professionnel, c'est d'abord une affaire de gestion, de bonne gestion et de bonne gouvernance. Hélas, cela ne se passe pas comme nous voulons. À titre d'exemple, les masses salariales aujourd'hui sont le gros fardeau de tous nos clubs. C'est 90%, voire un peu plus du budget d'un club, et cela est inadmissible. Il va falloir que tous les clubs corrigent leur manière de gérer les salaires, leur manière de gérer leurs joueurs, leur manière de gérer leur budget. Aujourd'hui, pratiquement tous les clubs sont déficitaires, ce qui est dramatique et nous ne manquerons pas de le signaler et de l'examiner dans une prochaine réunion avec les présidents du club, c'est que malgré le déficit, la masse salariale augmente d'année en année. Il y a une moyenne de 20 à 25% d'augmentation de salaire, ce qui est complètement anormal. On a vu même des clubs de D2 monter en Ligue 1 qui ont vu leur masse salariale augmenter de 125%, ce qui est inadmissible. Alors que, à titre d'exemple, pour la phase aller, 16% sur les 385 seniors de Ligue 1 n'ont pas cumulé 90 minutes de jeu.
Alors, 62 joueurs, ça fait 62 joueurs exactement, à une moyenne de 1 million de dinars, c'est 6 milliards par mois, c'est 60 milliards par an. Donc voilà des postes d'économie. 46% des joueurs, des 28 joueurs étrangers ont joué moins de 50%. On a même des joueurs étrangers ici qui, soi-disant, sont un apport, sont un plus. Eh bien, figurez-vous que presque la moitié n'a même pas joué la moitié du championnat. Alors, à quoi ça sert? Il faut se poser des questions. Si on amène un joueur, c'est un plus. On l'amène de l'étranger, c'est parce que on veut hisser le niveau du football vers le haut. Le résultat est le contraire. Il y a même des joueurs qui n'ont jamais joué, il y en a 2 exactement, qui ont joué 0 minute jusqu'à aujourd'hui pendant la phase aller et qui sont payés en devises qu'on va chercher au marché parallèle. La plus grosse déception aussi, seulement 25 joueurs des moins de 21 ans ont pu de manière irrégulière participer à des matchs de seniors. C'est-à-dire au moment où nous espérons que de jeunes joueurs utiles pour cette tranche d'âge des U21, U23, notamment pour une équipe olympique, devraient être utilisés. Nos clubs ne font pas confiance aux jeunes et donc préfèrent aller faire des transferts de club à club. Vous avez vu, tous les clubs s'échangent les joueurs où chacun va piocher chez l'autre au lieu de se pencher sur la formation et pour pouvoir avoir ses propres ressources humaines. Nous attendons ces centres de formation et contrairement à ce qui s'est dit ici et là sur les centres de formation, et je peux vous confirmer cela, l'État n'a pas reculé sur la construction des centres et les centres de formation seront lancés. Dans cette masse salariale, comme je vous disais, 27% d'augmentation, il y a 40% de joueurs en Ligue 1 qui perçoivent plus de 1 200 000 dinars par mois. L'autre jour, sur un plateau de télévision, j'entendais quelqu'un dire que la fédération doit s'occuper de plafonnement. La fédération ne peut pas s'occuper de plafonnement. Le plafonnement, c'est chaque entreprise, chaque société de football qui gère un club doit gérer sa masse salariale, elle doit gérer son budget. Si les clubs, on leur a dit, si les clubs décident entre eux de plafonner les salaires et qu'ils en fassent dans leur assemblée générale de la Ligue un point de règlement, à ce moment-là, les contrats ne seront plus enregistrés au-delà d'un certain niveau de salaire. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours confronté au problème du paiement de l'impôt et de la CNAS. Un joueur de football n'est pas un super citoyen. Il est comme tout le monde, il est comme vous quand vous recevez votre fiche de paye, ou comme moi, ou comme n'importe quel employé dans une société, il doit s'acquitter de ses impôts et on doit le déclarer à la CNAS. Aujourd'hui, dans le nouveau projet de texte de la Constitution, la déclaration à la sécurité sociale est obligatoire, c'est devenu constitutionnel. Donc nous allons devoir le faire. Nous sommes en train de rechercher les voies et moyens avec le ministère du Travail et la Direction générale de la CNAS, qui coopèrent avec nous de manière très positive et c'est l'occasion pour nous de remercier aussi bien le ministère du Travail que la Direction générale de la CNAS qui cherchent avec nous des solutions pour que nous puissions régler aussi bien le passif que la manière de gérer le futur. Il va y avoir un plafonnement à 15 fois le SMIC, c'est-à-dire autour de 270 000 dinars. Cela veut dire que tous les clubs et les joueurs qui sont de 0 à 270 000 dinars payeront au réel leur cotisation, tandis qu'au-dessus de 270 000 dinars, le salaire, on prélèvera que l'équivalent de 270 000 dinars, la cotisation de 270 000 dinars seulement. Si un joueur touche 100 millions, on prendra la CNAS sur 270 000 seulement. Sur le passif, il y a des joueurs qui vont à la CNAS réclamer soit des trucs de maladie, soit des trucs de retraite, qui n'ont jamais été déclarés alors qu'ils ont perçu des salaires. Donc nous sommes en train d'essayer de trouver avec la CNAS le moyen et avec les clubs de résoudre ce problème sur les 5 dernières années du professionnalisme et nous pensons que nous trouverons une solution bientôt.
J'ai entendu ici et là dire que la fédération allait payer au lieu et place des clubs. C'est complètement faux. La fédération, ni la Ligue d'ailleurs, ne peuvent payer au lieu et place d'un club les cotisations ou les impôts. Tout ce que nous pouvons faire, et c'est une proposition que nous avions faite pour que cela soit plus clair, dans le cas où un forfait serait accepté par la CNAS, nous pourrions, par retenue sur et ça nous avons l'accord des clubs, de tous les clubs, pour pouvoir payer les arriérés sur un forfait à préciser avec la CNAS sur leurs revenus de droit télé, non pas sur les fonds de la fédération ou sur les fonds de la Ligue. C'est pour faciliter toute cette procédure. J'aimerais aussi qu'on parle de la CRL. La CRL, j'ai vu beaucoup d'écrits ces derniers temps qui parfois ou même souvent sont erronés. La CRL, j'ai vu certaines critiques, ou d'ailleurs certains qui ont dit que même le président de la FAF se mêle de la CRL, ce qui est complètement faux. J'irai pas à dire ce que je pense d'un écrit particulier qui a été fait, parce que il y a un de vos collègues qui avait un intérêt particulier à un joueur qui a écrit un papier, je ne dirai pas qui, ni le Canard, parce que vous savez tous comme moi qu'il y a même des journalistes qui s'intéressent, quelques journalistes qu'on peut compter sur le doigt d'une main, qui s'intéressent au transfert de joueurs. Et ça, c'est pas bien. Un de ces journalistes a dit que nous nous mêlons de la CRL. La CRL est un organe paritaire. Il y a des présidents élus qui représentent leur père et des joueurs qui représentent leur père. Il y a un président, un vice-président qui sont des juristes spécialisés qui ont l'autonomie la plus totale. Et c'est eux qui décident ensemble de comment régler les contentieux, les litiges qu'il y a entre les uns et les autres. Et comme toutes les chambres de résolution des litiges, elles commencent toujours par la conciliation, y compris à la FIFA. Aujourd'hui, il y a des cas FIFA, on en a des dizaines de nos clubs qui sont en litige avec des joueurs qui sont à la FIFA. La chambre de résolution des litiges de la FIFA et la direction du statut du joueur à la FIFA commencent toujours par une conciliation. On essaie de régler les problèmes à l'amiable. Quand les problèmes à l'amiable sont réglés, on va pas plus loin. Sinon, après, on applique la réglementation et ça va de soi. Souvent, allez, disons 80% des cas ont été réglés comme ça en Algérie ou ailleurs. Relizane avait 7 joueurs qui ont déposé des dossiers de litige il y a quelques semaines. Jusqu'à avant-hier, il y avait plus de cas de litige. Tous ont été réglés à l'amiable. Les autres dossiers sont aussi réglés de la même manière. Dans le cas où il n'y a pas de solution à l'amiable, à ce moment-là, la commission des litiges applique les règlements qui sont en vigueur. Mais je voudrais attirer votre attention aussi sur la faute des joueurs. Nous avons dit aux joueurs, il y a longtemps, que si une saison passe, ne venez pas nous demander de résoudre vos litiges. Si vous acceptez de ne pas être payé pendant plus de 3 mois, il ne faut pas venir à la résolution des litiges. Ça veut dire que vous avez des compromis avec votre club. Il ne faut pas utiliser la chambre de résolution des litiges comme un outil, un moyen de vous faire libérer quand vous voulez et à l'époque où vous voulez. Et nous avons constaté, il y a une dizaine de joueurs dont les noms reviennent régulièrement, qui sont devenus des spécialistes de ça. Et ça ne marche plus. On a fait tirer des statistiques comme on a fait pour le reste, et nous savons qu'il y a des joueurs qui pratiquent ce type de gymnastique pour ne pas compléter, pour ne pas achever leur contrat de 2 ans dans les clubs. Et ça, nous ne pouvons pas le tolérer. La deuxième des choses, aujourd'hui, les joueurs à la signature, ils mettent le grappin à la gorge des présidents de club en leur disant « donnez-nous 5-6 mois d'avance de salaire ». Si vous prenez 5-6 mois d'avance de salaire, si le club est en retard de quelques mois, ce n'est pas la peine de rouspéter. C'est vous qui avez créé le problème. Si chaque joueur allait signer dans son club et attendre la fin du mois pour prendre son salaire, comme vous et moi nous le prenons chaque mois, moi je suis retraité, je le prends à la retraite, mais on me paye chaque mois. Et vous aussi, votre journal ou votre organisme vous paye mensuellement, le problème ne se poserait plus. Savez-vous qu'il y a des joueurs qui ont refusé de prendre des chèques? Prendre un chèque, c'est de l'indiscipline. Quand on demande à un joueur de communiquer vos numéros de compte, il veut que je n'ai pas de numéro de compte. Ça aussi, ça ne marche pas.
Donc nous avons décidé, avec la Chambre de résolution des litiges et l'ensemble des structures concernées, de mettre en place un contrat nouveau à partir de la rentrée qui va cerner tous ces problèmes et les prendre en charge de manière à ce qu'il n'y ait plus de litige. À titre d'exemple, un joueur obligatoirement devra avoir un compte bancaire ou postal où il recevra par virement son salaire. L'avance, on a déjà dit que c'est interdit. Il faut absolument que tout le monde la respecte, que ce soit les présidents de clubs ou que ce soit, je dis, l'administration des clubs ou que ce soit les joueurs. Ainsi, les gens pourront gérer le budget de la masse salariale qu'ils ont progressivement. À cela s'ajoute le problème du règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, chaque club a un règlement intérieur. Il y a un club qui enlève 100 millions pour une absence, un autre qui enlève 50, un autre qui enlève 10. Par conséquent, ces choses-là aussi, la commission juridique est en train de préparer un règlement intérieur qui sera à l'identique pour tout le monde, où on parlera de toutes les sanctions et de tous les devoirs d'un joueur à l'endroit de son club, et ils n'auront pas besoin de le signer, parce qu'il y a des joueurs qui ont signé leur règlement intérieur, qui est une annexe indissociable du contrat, et d'autres qui ont refusé de signer. Quand ils viennent devant la commission des litiges, ils disent « Ah, moi, j'ai pas signé ce règlement intérieur », alors qu'il était annexé au contrat depuis le début. Ainsi, nous réglerons, je pense, 80% des litiges qui se posent. Il y a aussi un problème important, c'est celui du versement des impôts des uns et des autres. Il faut que tout le monde joue le jeu. Vous touchez un salaire, vous devez payer votre impôt. Il n'y a pas de problème. Donc j'espère que tout cela rentrera dans l'ordre pour que nous ayons une gestion efficace et une gestion respectueuse des relations joueurs qui sont employés aux clubs qui sont employeurs. Il y a eu 130 dossiers de litige cette année. C'est beaucoup. C'est beaucoup. En été, la commission des litiges, la chambre des litiges a libéré une 60aine de joueurs. C'est aussi beaucoup. C'est aussi beaucoup. Alors, j'espère que nous arriverons à trouver des solutions de manière à ce qu'il y ait plus de stabilité, surtout à assurer l'intégrité des championnats. Il y a des joueurs qui viennent à la chambre de résolution et disent « je ne peux pas aller parce que les supporters m'ont menacé ». Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les supporters vous ont menacé, vous allez déposer plainte au tribunal à côté pour justifier que vous avez été réellement menacé. Mais si chacun dit les supporters me courent après, je ne vais plus dans mon club, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc c'est un appel que je lance à tous les joueurs pour qu'il y ait plus de discipline, plus de respect des contrats avec les clubs, tout comme les clubs ont l'obligation de payer leurs joueurs et de les payer dans les délais de manière régulière. J'espère que d'ici la saison prochaine, nous éviterons ce type d'avance sauvage et qui engendre des contentieux chaque année. Voilà. Sur la licence des clubs, vous savez que tous les clubs qui vont participer aux compétitions de la CAF ont reçu leur licence. Et j'espère qu'en plus de l'ASO, de l'USMA, du Mouloudia, de l'Entente et de l'ALMA qui avaient eu leur licence l'année dernière, cette année, c'est le MOB, le Mouloudia d'Oran, l'Entente et le CSC qui vont nous représenter. Et donc, j'espère qu'on pourra au fur et à mesure améliorer toutes les performances pour que nous puissions avoir des clubs acceptables dans les compétitions internationales. Sur les problèmes disciplinaires du championnat professionnel, il y a une nette amélioration cette année par rapport à l'année dernière. À l'exception des jets de fumigène, il y a un recul de toutes les sanctions de commission de discipline. Et j'espère que nous continuerons ainsi à avoir moins de problèmes disciplinaires. C'est aussi l'occasion d'appeler non seulement les joueurs, mais les supporters à respecter le stade, à respecter le jeu et à avoir beaucoup de respect les uns envers les autres, de manière à ce que notre football puisse avancer. Sur l'arbitrage, aujourd'hui, nous sommes à 4571 arbitres qui couvrent pas moins de 2464 matchs par semaine. Et ça, on a tendance à regarder les 8 matchs de la Ligue 1 ou les 8 matchs de la Ligue 2. Vous savez qu'il y a à côté 2000 matchs qui se déroulent sur le territoire national. On a tendance à l'oublier, on ne regarde que ça. Et c'est pour vous dire les efforts gigantesques que fait la fédération et que font les ligues pour gérer l'ensemble du football national.
Et nous avons un programme ambitieux non seulement de recyclage, d'élévation du niveau régulier de nos arbitres, mais aussi de formation. Comme nous vous disions aujourd'hui, nous avons lancé des opérations de formation à travers toutes les ligues. Dans le cadre du Fonds national du football amateur aussi, il y a une opération de formation qui se fera au niveau local et qui se fera aussi à travers le sport universitaire, le sport scolaire et le sport féminin pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins dans ce domaine et il se chiffre par milliers. Nous avons besoin d'au moins 4000 autres arbitres pour pouvoir couvrir correctement nos compétitions et notamment les compétitions de jeunes. Le dopage, vous avez vu quelques cas assez médiatisés ces temps-ci, mais sachez que nous avons fait cette année 1081 contrôles. 1081 contrôles. Il n'y a pas une fédération en Afrique qui fait ça, il n'y a pas une fédération en Asie qui fait ça. Il y a très peu de continents où on trouve des fédérations qui ont atteint ce niveau. Cela est complètement financé par la fédération. Vous savez qu'un contrôle dopage, c'est à peu près $200. Et ça, nous le supportons. Nous le supportons parce que nous voulons avoir un football propre. Nous voulons avoir un football où il n'y a pas de dopage et nous continuerons à lutter contre ce grand fléau. Nous n'avons eu que 5 cas positifs, ce qui représente 0 et quelques %, et 30 cas atypiques. Quand on parle de cas atypiques, il faut que vous sachiez que parfois c'est des problèmes de prise de médicaments, parfois c'est des problèmes de corps humain qui génèrent un certain nombre de substances qu'on découvre au contrôle en labo. Et donc, quand on parle de cas atypiques, s'il vous plaît, ne vous alarmez pas, et ce n'est pas des cas positifs. Pour la plupart du cas, ils finissent par être déclarés non positifs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions continuer la lutte contre le dopage. Nous avons commencé à le faire hors compétition. Nous allons dans les camps d'entraînement des clubs et nous allons soutenir cet effort parce que nous voulons faire de la prévention. Nous ne voulons sanctionner personne. Nous voulons que les joueurs, et c'est le moment d'appeler tout le monde à faire attention à ce qu'ils prennent comme substance. Il y a eu d'ailleurs des joueurs qui ont été récemment attrapés sur des produits qui sont vendus dans des supérettes qu'utilisent les gens pour le bodybuilding, pensant pouvoir améliorer leur musculation, leur truc, alors que c'est des produits prohibés. Souvent, c'est la méconnaissance de ces produits-là qui engendre un contrôle de dopage positif. Sur le site de la fédération, l'AMA vient de publier la nouvelle liste des produits prohibés. Ils sont disponibles sur le site de la fédération. Ils vont être mis sur tous les sites des ligues. Il faut aussi savoir qu'il y a des joueurs qui prennent des médicaments sans les déclarer. Il y a ce qu'on appelle une AUT, une déclaration des usages thérapeutiques. Les joueurs, et là, il faut expliquer, s'il vous plaît, quand vous avez l'occasion, quand un joueur prend un traitement, il doit le déclarer. Parce que si on l'attrape et qu'il a fait une déclaration préalable, il y a des produits pharmaceutiques qui sont considérés comme dopants. S'ils l'utilisent pour une vraie maladie, comme notamment les asthmatiques, il y a eu un cas cette semaine, à ce moment-là, le cas n'est pas considéré comme étant positif. Voilà pour le dopage. Moi, je pense qu'on a fait le tour de la question de ce que je voulais un peu vous donner comme info. Comme je vous ai dit, le bilan sera soumis, il est déjà pris, il a été adopté par l'Assemblée générale, par le Bureau fédéral, il sera soumis à la prochaine Assemblée générale ordinaire de la Fédération. De même que le bilan financier a été arrêté, il a été adopté hier, c'est un excellent bilan de la Fédération. Nous dégageons des surplus intéressants qui nous permettent non seulement d'assurer le bon fonctionnement de la Fédération pour les prochaines années, mais qui nous permet aussi d'investir et de financer tous les projets que nous avons évoqués. Voilà, je suis à votre disposition pour toute question et en avant, je vous remercie encore pour votre attention. Fadlo. في البداية
هي الندوة الصحفية للحاج محمد روراوة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الذي يعقدها مباشرة، تنقل إليكم على قناة الشروق الإخبارية. تحدث على نقاط كثيرة، هي في قاعة المحاضرات في ملعب 5 جويلية. تحدث إلى نقاط كثيرة، تحدث عن المنتخب الأول لكرة القدم ومباراته وبرنامجه التحضيري لمباراته أمام إثيوبيا وأيضا والسيشل وبرنامج كثير. تحدث أيضا الحاج محمد روراوة على المنتخب الأولمبي المتأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. الآن ربما الأسئلة التي تطرح عليه حتى تنقل لكم على المباشر، نستمع للأسئلة الصحفيين ثم نعود لكم. يعني بالنسبة للرابطة المحترفة، نتحدث عن الاحتراف في الجزائر. هل يعني الاتحادية لم تستطع مواجهة يعني ربما رؤساء لم يستطيعوا المغادرة منذ عقود من الزمن؟ كثير من المشاكل، مثلا بعض مشاكل بيع المباريات، قضايا التحكيم، يعني أمور يتحدث عنها الشارع الرياضي الجزائري. متى يمكن أن نرى دور الاتحادية الجزائرية التي استطاعت أن تعيد المنتخب الوطني إلى الواجهة؟ متى نرى مفعولها في كرة القدم وخاصة في الرابطة المحترفة الأولى والثانية؟ شكرا جزيلا. شكرا. أولا ظهور رئيس الاتحادية لازم يكون في محله. إذا نظمنا مؤتمر صحفي مثل هذا عند الضرورة وعند وقت بعد لدراسة حوصلة لتقديم معلومات لتقديم مشاريع، لكن ظهور بدون معنى ما عنده حتى فائدة. بالنسبة للكلام وتساؤلات الشارع الرياضي، أظن تساؤلاتك أنت، لأنه أنا من الناس اللي نعيش في الشارع فعلا، ونعرف التساؤلات غير اللي تكلمت عليها. أولا فيما يخص الرابطات بصفة عامة، كاين 60 رابطة. 60 رابطة هذه عند تنظيمها في كل فترة انتخابية تمر على انتخابات ديمقراطية. فالأعضاء الجمعية العمومية لكل رابطة هما اللي يختاروا المكتب المسير، موش حنا في الاتحادية اللي نختاروهم. إذا نحب نحترم الديمقراطية في الاختيار، ما نقدرش نتدخل في الاختيار. هذه واحدة. اثنين، تتكلم على مشاكل في رابطات، مشاكل في كل الجهات في كل القطاعات موجودة، احنا نعالجها بالطريقة القانونية. اما الكلام الفارغ لما تجيك رسالة غير ممضية تقول لك هذاك فلان دار، هذا ما يصلحش. لكن احنا لما نلتقي بأمور غير قانونية وثابتة ناخذ الاجراءات اللازمه. على سبيل المثال شفت الاخر الاجراءات اللي خديناها بالنسبه للرابطه الجهويه في بتنا، يعني بسرعه خدينا كل الاجراءات اللازمه. غيرنا الجهاز المسير، وغيرنا طلبنا من المنتخبين يستقالوا واستقالوا. في ال 15 يوم المقبله تنظم الجمعيه العموميه العاديه، وقبل نهايه الشهر، في نهاية الشهر بالذات في 30 جانفي تنظم الانتخابات لتعيين لانتقاء المسيرين المقبلين. وعلى سبيل المثال كل الرابطات، قلت لك سبق لي وقلت أنا في التدخل تاعي أنه في الثلاثي الأول من هذه السنة ننظم كل الجمعيات العمومية العادية لكل الرابطات، وإن شاء الله قبل شهر 6 قبل شهر جوان تنتهي عملية تجديد المكاتب هذه في كل الرابطات. وعلى كل أعضاء الجمعيات العمومية في كل رابطة الاختيار الأحسن. احنا ما نقدرش نفرض على أي واحد المسير. بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى والثانية، هناك رابطة محترفة واحدة تسير القسمين. فنفس الشيء حتى هذه الرابطه قلت لك سبق لي قلت لك انه راح تنظم الجمعيه العموميه العاديه عشيه تنظيم الجمعيه العامه العاديه للاتحاد الجزائري لكره القدم. وان شاء الله عند نهايه الموسم هذا ننظم انتخابات جديده يختاروا اعضاء الجمعيه العموميه الطاقم المسير لل4 سنوات المقبله بكل حريه، وعليهم ان يختاروا الاحسن. اوكي.
تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سيد محمد رواروة، تحدثتم عن مشاكل اللاعبين بصفة عامة في الرابطة المحترفة، ولكن أيضا هناك قضية مدربين. شفنا وأنت تعرف أكيد الإحصائيات هذه، تقريبا أكثر من 30 مدرب بين الرابطتين الأولى والثانية في مرحلة الذهاب فقط. يعني هذا إشكال كبير. تساؤلي فقط، هل تفكرون في التراجع مثلا عن قضية منح رخصتين فقط لكل مدرب؟ لأنه شفنا باللي بعض المدربين يعني ظلموا ودفعوا للإقالة والاستقالة، وبالتالي قد يجدون أنفسهم في. إذا هي ندوة الصحفية التي تنقل لكم مشاهدينا الأفاضل مباشرة من قاعة المحاضرات لملعب 5 جويلية مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السيد محمد رواروة، يتحدث على نقاط كثيرة، والآن تستمع إلى الأسئلة. تحدث إلى نقاط عديدة وقدم معلومات وإحصائيات عن ما قام به الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بداية بتدريبه أو تكوينه لحوالي أكثر من 6000 مدرب الذين مروا على على الاتحاد الجزائري ونالوا شهادة تدريب في الكاف A والكاف B والكاف C. أيضا تحدث على لأول مرة تدريب دفعة محضرين بدنيين، وتحدث عن العدد هم 39 محضر بدني، وأيضا 103 مدربين لحراس سيكونون في الخدمة بداية من الموسم المقبل. أيضا تحدث أيضا السيد محمد رواروة على اتفاقية تمت بين وزارة الشباب والرياضة وأيضا الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هو فيما يخص التكفل بالنوادي الهواة من أجل تدعيمهم وتقديم المستوى أفضل وأحسن، وأيضا فيما يخص تكوين الحكام وأيضا تكوين دعم الكرة النسوية. أيضا تحدث عن أكاديميتين مقبلتين وجديدتين يتعلق بأكاديمية أقل من 17 سنة وأكاديمية أخرى لأقل من 20 سنة. الحاج محمد رواروة تحدث أيضا عن نقاط أخرى، تحدث عن المنتخب الأولمبي الذي عاد إلى أولمبياد ريو دي جانيرو، أو عاد إلى الأولمبياد بعد غياب ل 26 سنة. تحدث عن البرنامج المسطر والذي سيكون بعد اجتماعه بالفرنسي أندري بيير شورمان، وأيضا تحدث عن البرنامج، ربما تحدث عن المباريات المسطرة هي التي ستكون في أول مباراة ودية ستكون في 17 فيفري ضد المنتخب الفلسطيني، وهذا في بعد معسكر ستكون طبعا في الجزائر. أيضا في شهر مارس المنتخب الأولمبي له اقتراحات عدة وعديدة لمواجهة منتخب البرتغال وديا. المنتخب البرتغال طبعا المتأهل إلى الأولمبياد، وأيضا ربما المشاركة في دورة ودية في قطر، وشهر أوت ستكون القرعة لمعرفة المنافسين. فيما يخص المنتخب الأول الذي سيواجه منتخب إثيوبيا رسميا في 25 مارس مثل ما ذكر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بملعب مصطفى تشاكير بالبوليدة، وسيكون يسبقه أقل من 48 ساعة المعسكر المنتخب في جوان. التحضير سيكون لمباراة السيشل والعمل على تحضير لمباراة ودية إن سمح ذلك. الحاج محمد رواروة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم تحدث على المشاكل التي تتخبط فيها نوادي المحترف الأول، وربما النقطة الكبيرة هي فيما يخص نجلة النزاعات واللاعبين الذين يعانون، حيث ذكر أنه أكثر من 60% من اللاعبين يتقاضون أكثر مما يفوق عتبة 100 مليون سنتيم شهريا، ولهذا جعل من ميزانية النوادي وتعتبر شركات وهكذا ما ينص عليه الاحتراف أكثر من 90% من ميزانية النوادي تذهب لأجر اللاعبين. تحدث أيضا على 46% من اللاعبين وعددهم هم 48 لاعب أجنبي، أي أقل من 60%، لعبوا أقل من 60% من مباريات فيما يخص الموسم الماضي. إذا الحاج محمد رواروة الآن يجيب على الأسئلة، ربما نعود إلى التفاصيل أخرى ستكون لكم مشاهدينا الأفاضل في الموعد الإخبارية اللاحقة فيما يخص النقاط التي تحدث عنها رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي عاد إلى مواجهة الصحفيين بعد أكثر من سنة. آخر ندوة صحفية كانت شهر أوت الماضي
السنة الماضية. هذه المرة يعود لوجه الإعلامي، يتحدث عن المعلومات، يتحدث عن الإنجازات التي قامت بها الاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيضا ربما نقطة أخرى مهمة تحدث عنها أن الاتحاد الجزائري له استقلالية تامة فيما يخص السيرورة المادية، وأيضا كان يعني تعرض إلى مراقبة من الفيفا وليست لديه أي مشاكل. تحدث أيضا عن المشاكل الانضباطية فيما يخص النوادي، المشاكل الانضباطية فيما يخص الأنصار قال فيها تحسن ملحوظ مقارنة بالألعاب النارية، وأيضا المشاكل فوق المدرجات، لكن فوق أرضية الميدان هناك المشاكل. التحكيم الذي أكثر من 4000 حكم، 2000 مباراة تنظم على المستوى الوطني. ربما نعود إلى الندوة الصحفية لنستمع لإجابة الحاج محمد الرئيس للاتحاد الجزائري للأسئلة مباشرة. نعم، نعود إلى نستمع، وبعدها سيكون النشرة الرياضية، النشرة الأخبار في نشرة المنتصف، لكن قبل ذلك نعود إلى الندوة الصحفية والإجابة على الأسئلة. Sources de droits télé qui vont en augmentant. Nous n'avons pas besoin de cet argent et j'espère que ça continuera comme ça longtemps. Il suffit que la gestion, nous, n'est pas éternelle, mais il suffira que nos successeurs puissent gérer de la même manière, avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup de dextérité, et les choses fonctionneraient normalement. Sur le plafonnement des salaires, je vous répète que la fédération est une association, elle n'a pas le droit de légiférer en matière de salaire pour des entreprises qui sont commerciales. C'est un problème de droit, c'est un problème juridique. Sur la DNCG, y compris en France, puisque c'est le meilleur exemple et c'est le premier exemple, la DNCG française ne se mêle pas de plafonnement de salaire. Elle limite des recrutements. Elle interdit d'aller jouer dans une division parce que le club n'a pas les moyens de participer à un championnat et par souci de respect de l'intégrité du championnat, elle interdit à un club d'être là pour ne pas quitter en cours de route. C'est tout. La DNCG chez nous actuellement étudie les bilans des clubs et nous donne un certain nombre d'indications. Ce que vous avez vu sur le tableau tout à l'heure, c'est un travail de la DNCG qui est très méticuleux, qui est précis. Mais nous, on ne peut pas aller dire à un club, aller chercher comme on le fait à l'étranger, des cautions bancaires qui vous permettent de nous assurer que vous allez participer à tout le championnat. Il n'y a aucune banque qui donnera un papier à un club. La deuxième des choses, la DNCG ne peut pas se mêler de plafonnement de salaire. Elle n'est pas là pour juger de l'opportunité des dépenses d'un club. Il y a des organes qui sont chargés de cela. C'est le conseil d'administration du club, c'est l'assemblée générale, c'est les structures de contrôle de l'État, pas nous. Voilà, je crois avoir répondu à votre question, à vos questions. Merci. السلام عليكم ورحمة الله. فوزي بن جامع من قناة الجزائر نيوز. بداية السؤال الأول، هل تم تحديد قائمة اللاعبين من المنتخب الأول الذين سيدعمون المنتخب الأولمبي في ريو دي جانيرو؟ السؤال الثاني، هناك صفحة عبر فيسبوك اسمها صفحة المواهب الجزائرية، تتابع كل أسبوع اكتشافات لاعبين جزائريين مزدوجي الجنسية في الخارج. لا أدري هل أنتم تتابعون هذه الصفحة أو المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الجزائري؟ وفي قناة زاير نيوز رانا كل أحد نديروا اكتشاف الأسبوع انطلاقا بالتعاون مع الصفحة هذه، كل أسبوع وكل أحد نمدوا لاعب اكتشاف جديد. ملاحظة أخيرة فقط بالنسبة لعمل الاتحاد الجزائري وموقع الإلكتروني، نتمنى أن تكون فيه سرعة أكثر في إعطاء المعلومة حتى لا نأخذها من مصادر أخرى ومن جهات أخرى، لا أدري المكلف بالإعلام أو الموقع الإلكتروني. أيضا تواصل مع الاتحاد الجزائري، نتمنى أن يكون فيه أكثر فاعلية، نحاول التواصل مع المكلف بالإعلام أو مع شخص في الاتحاد الجزائري، نجد صعوبة كبيرة في ذلك. شكرا لكم. موافق معك 100% على الموقع، وعادل يسمع. واحنا الآن هذه التعليمات أنا من أسابيع مضت على أساس ندعم الفريق الإعلامي اللي يشتغل على مستوى الاتحاد، على أساس يكون فريق لتسير الموقع بطريقة أنجع، بطريقة أسرع، وتكون المعلومات أدق وأكثر لكي تستفادوا منها أنتم الإعلاميين وأيضا الجمهور اللي تابع الموقع. بالنسبة للمعلومات الخاصة باللاعبين،
كون على يقين منه عندنا جهاز من مده قبل الفيسبوك هذا، قبل الصفحه هذه تاع الفيسبوك، ونتا عندنا سيستم باش نتابع اللاعبين هذو في الخارج كله. نعطيك مثل، احنا عندنا قائمه عند ما لا يقل من 56 لاعب اللي مضاوا اول عقد احترافي تبعهم في الاشهر القليله الماضيه والاسابيع القليله الماضيه، ولا حتى في الايام القليله الاخيره، اللي ممكن في المستقبل ممكن يشاركوا في الفريق الوطني. لكن الامر موش هذا اللاعبين الصغار اليوم ما عندناش فرصه باش نستعملهم. لماذا؟ اذا لاحظت نعطيك المثل الاخير، جبنا لاعب من خيخون للفريق الاولمبي، كانت عندنا موافقه تاع الفريق ديالو على اساس ممكن يشارك معنا في كاس افريقيا الامم اللي كانت في السنغال. في اخر لحظه النادي قالنا لا ما نعطيه لكمش لانه ماهوش تاريخ فيفا. فاليوم الفرصه الوحيده باش تستعمل لاعب هو انه يدخل في تواريخ الفيفا المعلنه واللي ترخص لنا باش نستعمل اللاعب. إفنوت اذا ما كانش لازم يكون اتفاق مع النادي. انا مره ضحكت قريت مقال لواحد من الزملاء تاعكم يقول لو كان لا الاتحاديه تدفع الاجور للانديه باش يعطيونا اللاعبين، راح نكلمه نقول له روح يرحم والديك، روح ناقش في بلاصنا وهاك الخزينه وروح خلص وقول لهم يجيو بس. ما يمكنش. احنا اليوم الانديه هاد الاولاد اللي عندهم يشاركوا في الفئات الصغرى ما يعطيوهم لكش لما تحتاجهم، يعطيهم لك مره على مره لما ما يحتاجوهمش. ولكن اذا احتجتهم انت في وقت خارج تواريخ الفيفا المسرع المعلن عنها كل 4 سنوات ما يعطيهم لكش. على سبيل المثال اذا تتذكروا كانوا عندنا لاعبين 2، واحد فيهم كان راح من الجزائر، راحوا لليون، كانوا في الفريق تاع اقل من 17 سنه اللي راح لكاس العالم في نيجيريا انذاك. لعبنا اذا تتذكروا كاس افريقيا الامم هنا عندنا، كنا هنا وصلنا للنهائي وتاهلنا لكاس العالم. هذو لاعبين 2 في ليون، اداره ليون منعت يجونا باش يروحوا لكاس العالم. انا شخصيا دخلت مع رئيس النادي ومع المسؤولين في النادي ومع الاتحاد الفرنسي لكره القدم وما قدرناش نجيبوه. يعني تتصور انت نادي يحرم اولاد في عمرهم 17 سنه من المشاركه في كاس العالم. هذه قاعده. انا قلت لك اخر مثال اللي صرا في الايام الاخيره، هاد اللاعبين يطلعوا لا ما يطلعوش ما نقدروش نستعملوهم كما نحبوا احنا. كاين عشرات دي ديزان تاع اللاعبين اليوم يقول لك انا ماذا بيا نجي نشارك مع 17 سنه، نشارك مع 20 سنه، لكن في اخر لحظه النادي ديالهم ما يخلاش يجي. لذلك لازم ننتظر حتى يكون في الفتره اللي ممكن نستعملوه قانونا، فهمت؟ وما كانش هذه اللي يقول لك تتفاهم مع النادي كاع ما كانش منها. حتى النادي تقول له ندفع لك الاجور يقول لك لا، ماهيش قضيه فلوس، قضيه مبدا ما يعطيهولكش، فهمت؟ وعلاوه على هذا كاين بعض الاتحاديات يعطيو منح للانديه لينتقيو لاعبين ممتازين لمختلف الفرق الوطنيه. Ils ont des primes pour pouvoir donner des joueurs à leurs équipes nationales. Donc الفائده ديالو في جهه اخرى ماهيش عندنا. حنا نديو لاعب لوسكيل ديسبونيبل لما يكون بوسيبل يجي. سؤالك اخر الخاص بالتدعيم الفريق الاولمبي، قلت لك اليوم الان بدات تشتغل الورشه لتحضير القائمه ديال اللاعبين اللي ان شاء الله يكونوا في القائمه الموسعه اللي ترسل للفيفا لتحضير الالعاب الاولمبيه. اللي ممكن نقول لك اليوم الناس تكلمت كثير على بعض الاسماء منهم ابراهيمي ومحرز. ابراهيمي ومحرز اكيد يغيروا نادي في السنه هذه. فاذا غيروا نادي اولا ما ينجموش يشاركوا في الالعاب الاولمبيه لانه راح يكونوا في فتره تاع التحضير وديال بدايه المشاركه مع نادي جديد. صعب انه تمضي في نادي اليوم وتقول له تسمح لي نغيب انا شهر ونص نروح للالعاب الاولمبيه، وفي نفس الوقت في شهر واحد ان شاء الله ربي يوفقنا نكونوا في كاس افريقيا الامم. بينما حتى القانون فيفا يمنع انه تاخذ لاعب مرتين لدورتين في نفس السنه، فهمت؟ في نفس الموسم. واذا من جهه كاين
ديسبوزيتيف ريغلومونتير، اجراءات قانونيه، ومن جهه اخرى مصلحه اللعب. ما تقدرش تطلب من واحد انه يضحي بالعمل ديالو على اساس مشاركه في الالعاب الاولمبيه. لكن بعض الاخرين بداوا رغبتهم في المشاركه، وان شاء الله لما تنتهي كل الاجراءات نبلغكم بالقائمه. السلام عليكم. السلام. احمد حفاف، كوتيديان وقت الجزائر. على كل حال نشكرك على الندوه الصحفيه هذه، ونعاود نولي للسؤال تاع الاخ الكريم. السؤال الاول اللي قال اللي قال بانه احنا تمنينا رئيس الاتحاديه يطل علينا، يعني ليس في نهايه السنه فقط ولكن في عده مناسبات، خاصه يعني انا شخصيا تمنيت لو كان في العقاب الجدل الكبير اللي حول بقاء كريستيان غوركيف من عدمه في بعد الخساره في المباراه الوديه. نتمنينا لو كان الاتحاد الجزائري علمنا ببيان او ندوه صحفيه تنشطها مثلا. هذا فيما يخص التعليق. فيما يخص السؤال تاعي، يعني الكل يدرك يعني الصحفيين الراي العام بانه محمد دروراوة رئيس الاتحاد الجزائري وفق الى حد ما في المهام تاعو فيما يتعلق بالمنتخبات. يعني رانا نلمسوا في النجاح هذا، اخر هذا النجاح هو تاهل المنتخب الاولمبي الى ريو، اولمبياد ريو. لكن الواقع تاع الكره الجزائريه حاليا هو المنتخبات شق، الانديه شق اخر، انديه مفلسه. صحيح انه الاتحاديه الجزائريه بطريقه ذاتيه مولت نفسها، ربما راكم في بحبوحه ماليه بالدليل انكم احتسبتم روح تبنوا فندق. احنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ماذا بينا الاتحاد الجزائري. لكن الانديه الجزائريه نشوفوا باللي بعد 5 سنوات مازالت تنتظر مساعده الدوله. يعني السؤال الموجه بعد النجاح مع المنتخب تمر الى الشق الاخر الانديه لتطوير الاحتراف. والسؤال في نفس السياق، يعني ما هو اسلوب الرقابه، يعني باعتبار الاتحاد الجزائري هو اللي يقوم بالوصايه على الانديه اللي تعتمدوا عليه للحد من تبديد النظام، تبديد عفوا المال العام، يعني لانه كاين رؤساء الانديه. انت قلت قبل دقائق بانه سوء التسيير هو اللي خلى الانديه، كل الانديه المحترفه مفلسه. شكرا. اولا اظن احسن ما نرجعت للماضي والمباراه الوديه وغوركيف هذا اصبح من الماضي. اللي مهم واقول اليوم فرصه انه باش تعرف، واظن الاغلبيه واظن حتى انت من الزملاء تبعك يعرفوني انا محب للاستقرار. فهمت؟ انا من الناس اللي يحبوا الاستقرار، والاستقرار هو سر النجاح. فهمت؟ انا نتذكر لما كنا رجعنا من جنوب افريقيا من كاس افريقيا للامم 2013، العالم كله قال لي نحي واحده للوزيتش. العالم كله ماشي، حتى اصبحت نتساءل مع نفسي لا انا مجنون ولا انا ذكي ولا غير انا اللي فاهم الموضوع ديال الاستقرار. لكن الزمن والوقت والنتائج عطوني الحق. نفس الشيء مع غوركيف. كيف انت مدرب يخسر مباراه وديه تبدا تعيط؟ هذا كرة القدم، يخسر حتى المباراة الرسمية، يخسر اليوم ويغلب غدوة ويتعادل بعد غدوة. المهم تحقيق النتائج، الأهداف. أنا عندي هدف أنه نتأهل كأس أفريقيا للأمم. إذا خسرت اليوم وربحت مبارتين وتعادلت مرة وحققت النتيجة تاعي الهدف ديالي، إيش المشكلة؟ أنا عندي هدف أنه نتأهل لكأس العالم. أنا نقول لك اليوم الهدف الأساسي تاع الاتحاد اللي احنا متوجهين له واللي متفرغين له واللي مستعدين نضحي من أجله هو تأهل الجزائر إلى كأس العالم 2018. لأنه لما تتكلم عن البحبوحة المالية، إذا فريق وطني أول راح لكأس العالم هو
يحقق النتائج الإيجابية في التسيير، لأنه المردود الاقتصادي المالي جاي من هذا الوضعية. نعطيك مثل، أصدقائي وإخواني في تونس كان عندهم أحسن اتحاد من الناحية المالية والتنظيمية في العشرية الأخيرة. لماذا؟ لأنه كان الفريق يمشي بطريقة عادية ومنتظمة لكأس العالم. من نهار حبسوا وما يتأهلوش لكأس العالم خلاص صبحوا في مشاكل مالية عويصة. هذا هو السر، فهمت؟ هذه واحدة. ثانيا بالنسبة تقول لي الأندية، ما كانش اتحاد في العالم ولا رابطة محترفة في العالم ولا رابطة هواة في العالم مسؤولة على تسيير الأندية. تسيير الأندية راجع لأصحابها. ما هو النادي؟ النادي مجموعة ديال الأشخاص يكونوا جمعية عمومية ينبثق عنهم نادي، هما مسؤولين على تسييره، هما مسؤولين على إيجاد ينابيع التمويل تبعه، هما مسؤولين على الرقابة تاعه، ماهوش الاتحادية. احنا عندنا مسؤولية رياضية لتنظيم البطولات. لما تقول لي شوف الرابطة إلى نظمت البطولة مليح، إلى الحكام كانوا ملاح، إلى الرزنمة كانت دقيقة، رانا اليوم نبداو الحمد لله البطولات في تاريخ معين وينتهي في تاريخ معين. كاس الجزائر يبدا في تاريخ معين، مش مثل هذوما اللي بعض المرات تسيبهم في بلاطوات في وقتهم كانوا يلعبوا كاس الجزائر يلعبوه في السنه اللي بعدها وما يلعبوش ويجوا يجوا يغيطوا علينا اليوم. فهمت؟ دونك النادي حاجه مستقله، مؤسسه قانونيه مستقله عن الاتحاد وعن الرابطه. يبقى التسيير والمراقبة وإيجاد ينابيع التمويل ديالو مهمة ولا مهام منوطة بأعضائه. هذا بالنسبة بصفة عامة للأندية. إذا هي ندوة صحفية لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة التي تنقل عليكم مباشرة من قاعة المحاضرات بمركب الأولمبي محمد بوضياف بملعب الخامسة جويلية. يجيب على الأسئلة. آخر الأسئلة كانت فيما يخص غوركيف وبعض المشاكل التي نشبت في فترة سابقة بين وحالة الجمود التي كانت بين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والناخب كريستيان غوركيف. أقال الرئيس الاتحاد محمد روراوة بأنه غوركيف أصبح من الماضي لأنه اعتمد على الاستقرار. محمد روراوة دائما هو محب للاستقرار اللي هو سر النجاح. أيضا تحدث عن تدعيم المنتخب الأولمبي وبعض الأسماء تناولتها وسائل الإعلام الرياضية وكذا الشارع الرياضي. تحدث عن إبراهيمي الذي سيدعم ربما المنتخب الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو، وأيضا رياض محرز، لكنه لم ينفي ذلك، لكنه استبعد هذه النقطة لأنه قال محرز وإبراهيمي ربما سيغيران الفريق مطلع الموسم المقبل، وهذا ما سيصعب عليهما الالتحاق بالمنتخب الأولمبي. لكن مع ذلك سيكون بمشورة الناخب الفرنسي بيير أندري شورمان لوضع برنامج ووضع القائمة الموسعة لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم تحضيرا لمباراة تحضير للأولمبياد ريو دي جانيرو. بأس أيضا نذكركم مشاهدينا الفاضل بنقاط تحدث عنها رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة الذي عاد ليقدم معلومات بعد غياب عن عفوا الندوة الصحفية لمدة أكثر من سنة. تحدث عن المنتخب الأول لكرة القدم الذي ستنتظر مباراة مع إثيوبيا في ملعب تشاكير بالبوريدة يوم 25 مارس. قبل ذلك ب 84 ساعة سيكون المعسكر. تحدث أيضا عن تحضير لمباراة السيشل والعمل على تحضير لمباراة ودية التي تكون المباراة تبعا لتواريخ الفيفا. المباراة ستكون في شهر جوان. المنتخب الأولمبي سيكون اجتماع بعد اليوم مع بيير أندري شورمان لوضع برنامج تحضيري للمنتخب الأولمبي. شهر فيفري المنتخب الأولمبي سيكون مع معسكر ومع مباراة ودية ضد المنتخب الفلسطيني في 17 فيفري الداخل. مباراة ودية أخرى شهر مارس، لكن لم يحدد المنافس بعد، لكن موجودة بعض الاقتراحات على غرار المنتخب البرتغالي المتأهل إلى
الأولمبياد ريو دي جانيرو البرازيلي، وأيضا ربما سيكون مشارك المنتخب الأولمبي في دورة قطر ودية. تحدث أيضا عن المشاكل التي تخبط فيها النوادي الجزائرية، وفيما يخص خاصة فيما يخص المشكل المادي والصعوبة في التسيير، لأنه قال إحصائيات تقول أنه 90% من ميزانية النوادي كلها تصرف في الأجور اللاعبين، لأنه 60% من اللاعبين الذين ينشطون في النوادي المحترفة الأول والثاني موبيليس يتفوق أجورهم 100 مليون سنتيم. تحدث أيضا عن اللاعبين المغتربين واللاعبين الأجانب، لأنه 46% فيما يخص التعداد 28 لاعبا، لكنه فيما يخص اللعب فوق أرضية الميدان إن لم نقل صفة دقيقة، لكنه قال في أكثر من 60% لعبوا أقل من نصف المباريات. أيضا تحدث على بعض المعلومات التي قامت بها الاتحادية والشبكة البرامجية التي ستعلن عنها الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فيما يخص إعلان عن أكاديميتين فيما يخص أقل من 17 سنة، وأكاديمية أخرى لأقل من 20 سنة لوضع كل التجهيزات. وأيضا سيكون هناك العمل مع وزارة الشباب والرياضة لدعم النوادي الهواة، وأيضا دعم الحكام، وأيضا دعم كرة القدم النسوية. فيما يخص أيضا نقاط أخرى تحدث عنها المنتخب أو رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قضية الأجور اللاعبين. سيعمل مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي لوضع خطة محكمة لكي يتم دفع الضرائب مما يخص اللاعبين، وأيضا الضمان الاجتماعي حتى يكون لهم نفس الحقوق مثل نفس الواجبات. إذن هي أبرز النقاط التي تحدث عنها رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في الندوة الصحفية التي عقدها بداية من الساعة 11 ليل صباحا إلى الساعة الحالية. الآن تلقاكم الزميلة ريما رازم في نشرة المنتصف، لكن بعد هذا التأخير بسبب الندوة الصحفية. ألقاكم بخير، سلام.